Les Chicains internationaux, soyez les bienvenus. Le génocide commis à Gaza, l'occupation de la Palestine, les bombardements du Liban ou encore l'agression contre l'Iran, des violences légitimées selon Netanyahou et ses affidés pour défendre les valeurs judéo-chrétiennes, le peuple de lumière contre l'obscurantisme musulman. Nous sommes le peuple de la lumière, eux sont le peuple des ténèbres. Nous réaliserons la prophétie d'Isaïe, dira Netanyahou dans un discours aux accents messianistes. Et bien ce soir, on a voulu justement questionner le concept de civilisation judéo-chrétienne à travers l'histoire avec notre invité du jour. A tout de suite pour en parler. En effet, depuis un certain temps, l'expression civilisation judéo-chrétienne fait florès, prend de plus en plus de place au sein de la rhétorique médiatique et politique en Occident. La civilisation judéo-chrétienne serait le socle et la boussole culturelle de l'Occident, dit-on. Alors justement, sur quoi repose cette expression et que recouvre-t-elle? Pour en parler, nous recevons avec beaucoup de plaisir l'historienne Sophie Bessis. Bonsoir. Bonsoir et je suis désolée de ne pas vous montrer mon visage. Il n'y a pas de problème, Sophie Bessis, on est très content de vous avoir. Alors, auteur de la civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture, on va en parler. Alors, cette expression civilisation judéo-chrétienne que vous remettez en cause, qui semble être pourtant une évidence pour certains, alors pourquoi la récusez-vous? Je la récuse pour plusieurs raisons. Parce que si l'on parle d'une formule judéo-chrétien, cela a pu exister dans l'histoire, dans la mesure où le christianisme, chronologiquement, succède au judaïsme, de la même façon d'ailleurs qu'il y a trois grandes religions abrahamiques qui sont chronologiquement le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc il y a des liens, bien évidemment, entre eux. Mais la civilisation judéo-chrétienne, en tant que civilisation, cela n'existe pas. Il n'y a pas de civilisation judéo-chrétienne. Dans la civilisation européenne, il y a évidemment des éléments de judaïté, évidemment des racines chrétiennes de l'Europe, elles sont évidentes. Pour autant, le terme de civilisation judéo-chrétienne n'existe pas. Il n'y a jamais eu en Europe de civilisation judéo-chrétienne. Il y a des éléments, la civilisation européenne a des héritages beaucoup plus nombreux, beaucoup plus divers, à commencer par la Grèce, à commencer par l'Empire romain. Donc, voilà pourquoi. Et je la récuse parce que je pense qu'il s'agit là d'un, d'une formule politique à contenu idéologique qui sert à beaucoup de choses et qui brouille en fait la compréhension des enjeux de notre monde. Alors vous le dites, hein, on l'a compris, il n'y a pas de civilisation judéo-chrétienne, il y a des juifs d'un côté, des chrétiens de l'autre, D'un dans côté, tout ça se mélange, heureusement. un amalgame. Mais au même niveau, c'est-à-dire au niveau de la naissance du christianisme, une religion qui a été fondée contre l'Ancien Testament, si on peut expliquer les choses au niveau théologique jusqu'à Vatican II, on peut considérer le peuple juif, en tout cas certains catholiques le considèrent comme le peuple déicide. Alors d'où Tout vient à fait. et quand a été forgé cet amalgame judéo-chrétien? Alors, si l'on prend cet amalgame judéo-chrétien, on s'aperçoit, comme je vous le disais, sur le plan des études savantes ou des études théologiques, cela a pu exister, bien sûr, mais cette formule est passée dans le langage courant à partir des années 1980, à peu près. Et ce n'est pas tout à fait un hasard, dans la mesure où euh, nous assistons dans ces années 1980 à un recul du sécularisme dans le monde, dû également au fait que le grand messianisme laïque du XXe siècle, qui est le communisme, s'est ruiné, si vous voulez, et donc c'est auto-ruiné, c'est auto-dissous, et que donc on a assisté à un retour du religieux, et il n'est pas indifférent de comprendre que euh, cette civilisation occidentale a recouru à deux termes du vocabulaire religieux pour s'autodéfinir, au point qu'aujourd'hui, civilisation judéo-chrétienne est un équivalent, si vous voulez, de la civilisation occidentale. Or, toute l'histoire montre que cela est faux. Et voilà ce que j'ai essayé de démontrer dans mon ouvrage en essayant de montrer qu'en fait, ce terme de civilisation judéo-chrétienne a trois
utilités majeures. La première, c'est que, en parlant de civilisation judéo-chrétienne, le monde occidental, l'Europe en particulier, occulte près de 2 millénaires d'anti-judaïsme chrétien. Vous parliez du peuple déicide, effectivement, pendant près de 2 millénaires, l'Église a forgé ce mythe du peuple déicide. Et quand on est judéo-chrétien, évidemment, on ne pourrait pas être antisémite. Et donc, ça permet cette occultation. Cela permet aussi aux Européens de rapatrier en Europe les universaux moraux des civilisations monothéistes et donc de faire tout partir de l'Europe. L'Europe oubliant de ce fait que, eh bien, le monothéisme est une invention orientale. Le judaïsme, comme le christianisme, comme l'islam, sont nés en Orient. Et la troisième fonction de ce terme, cette formule de civilisation judéo-chrétienne, c'est évidemment d'exclure l'islam du triptyque monothéiste, c'est-à-dire que si l'on parle de civilisation judéo-chrétienne, c'est que l'islam et le monde musulman n'ont jamais eu aucune place dans cette supposée civilisation judéo-chrétienne. Alors que l'histoire, bien sûr, montre que tout cela est faux et que l'islam a également eu une influence extrêmement importante dans l'histoire de l'Europe, évidemment par le biais de l'Espagne jusqu'à la fin du XVe siècle, par le biais des relations entre l'Empire ottoman et l'Europe, et on pourrait donner mille et un autres exemples. Donc voilà un Vous petit le, peu les utilités de cette formule. Vous le dites, hein, si l'on considère les trois versions successives du monothéisme, le premier rameau, le judaïsme, a formulé l'universel moral dont toutes se réclament. Il est demeuré une religion tribale réservée au peuple que Dieu aurait élu. À l'inverse, le christianisme puis l'islam ont d'emblée affiché une prétention universelle s'adressant à tous les hommes sans distinction d'appartenance. Pourtant, aujourd'hui, vous l'avez expliqué, il y a un changement de perspective. Alors, quand on utilise l'expression judéo-chrétien, c'est finalement le troisième monothéisme qui est rejeté, à savoir l'islam. C'est ce que vous nous Tout à disiez fait, tout à à l'instant. fait, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, vous avez des changements de paradigme à l'époque moderne. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'est à partir de la naissance de l'islam, effectivement, dans le bassin méditerranéen au sens large du terme, le christianisme et l'islam sont entrés en concurrence, sont entrés en rivalité dans la mesure où toutes ces deux religions avaient une ambition universelle, comme vous le dites, et comme je l'ai dit dans mon ouvrage, elles s'adressent, ces deux religions, à tous les humains. Et donc c'était une rivalité, c'était une concurrence, mais il n'y avait pas de notion de supériorité ou d'infériorité. C'était des rivalités et des concurrences, et des rivalités, des concurrences d'empire d'ailleurs. Mhm. À partir du 19e siècle, les choses changent, c'est-à-dire à partir de la naissance de l'impérialisme européen. Et l'impérialisme européen se projette d'abord sur la rive sud de la Méditerranée. Évidemment, la conquête de l'Algérie à partir de 1830 est une date pivot dans cet impérialisme européen. Et le problème, c'est que l'on ne peut jamais coloniser son égal. On n'exploite pas son égal. Donc il faut à ce moment-là que les populations de la rive sud de la Méditerranée deviennent des inférieurs. Et cela va avec toutes les idéologies de l'anthropologie raciale du 19e siècle. À partir du 19e siècle, les musulmans deviennent des inférieurs, deviennent des autres, et petit à petit, même si l'antisémitisme continue à prospérer en Europe, puisqu'il a abouti au judéocide nazi, mais les musulmans deviennent des autres absolus. Et donc l'Europe se définit de plus en plus par rapport à une altérité musulmane et qui aujourd'hui atteint évidemment un paroxysme avec ce qui se passe aujourd'hui en Europe Sophie Bessis, il y eut déjà la constitution d'une sorte de bloc idéologique anti-musulman, nourri par exemple par les thèses de Samuel Huntington, le choc des civilisations, et porté, glorifié par un héritage judéo-chrétien que nous a affirmé Netanyahou il y a quelque temps déjà. il ne faut pas prendre, attention, il ne faut pas prendre M. Netanyahou au Je sérieux. parle d'un symptôme, pas de lui, pas de sa personne, c'est un D'accord. symptôme, il n'y a pas que Effectivement. lui. Et même en Parce que, Occident, il y a beaucoup d'analyses. effectivement, Voilà. M. Netanyahou
est le Premier ministre d'Israël. Et d'abord, pour une raison quand même, il essaye toute la politique de la droite israélienne qui est aujourd'hui au pouvoir, essaye évidemment d'impliquer la totalité des pays occidentaux. Elle est réussie partiellement, mais heureusement pas totalement, dans sa guerre de conquête de la Palestine. Et pour réussir cette guerre de conquête de la Palestine, le gouvernement israélien et l'extrême droite israélienne qui est aujourd'hui au pouvoir, eh bien, évidemment, essayent de dire qu'ils sont la pointe avancée de l'Occident contre une supposée barbarie musulmane. Mais Sophie C'est Bessis, il n'est pas le seul. J'ai parlé de Netanyahou, mais il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'analystes et de commentateurs sur les plateaux de télé de France qui nous parlent oui. de défense des valeurs, la civilisation judéo-chrétienne, c'est-à-dire qu'on érigerait une espèce de frontière symbolique contre l'islam. Ce qui nous inquiète, c'est que ça sonne le glas de l'universalisme, même à la française. Moi, je ne parle jamais de l'universalisme, je parle d'universel. Mais ne nous penchons pas sur les détails. Effectivement, il y a aujourd'hui toute une rhétorique à droite en Europe, et les partis d'extrême droite aujourd'hui ont le vent en poupe, de la France à l'Allemagne, aux pays scandinaves, à l'Espagne, à l'Italie, où l'extrême droite est au pouvoir avec Madame Meloni. Donc, il y a toutes ces extrêmes droites qui effectivement stigmatisent le monde musulman en faisant non seulement l'autre emblématique, mais l'ennemi. Maintenant, il n'y a pas que ça en Europe. Il y a heureusement même si cette pensée a tendance à devenir dominante, et c'est tout à fait regrettable, bien sûr, mais il y a aussi des lieux de résistance et des formes de résistance en Europe qui me font souhaiter simplement que ces pensées d'extrême droite, ou plutôt ces rhétoriques d'extrême droite, qui sont diffusées ad nauseam par les chaînes de télévision qui appartiennent aux grands propriétaires de l'extrême droite, qui me font penser qu'elles ne sont pas les seules. Voilà, effectivement, vous avez raison de dire que c'est tout à fait dangereux, mais attention de ne pas mettre tout le monde dans le même sac, si je puis dire. En effet, on parlait surtout d'un phénomène. Alors, face au bombardement du Sud-Liban, vous avez commis un article, une tribune le 5 juin dernier pour parler de la posture des Européens face aux violences à l'endroit du Liban. Vous traitez les Européens, enfin, vous les adoubez d'une incommensurable lâcheté. Vous expliquez ce silence des Européens par rapport à une espèce de complicité qui ne dirait pas son nom. Oui, pourquoi, je ne sais pas pourquoi vous avez employé le terme de commis un article. Bon, je ne Pourquoi? sais pas pourquoi. Vous avez bien commis un article, non? Vous avez écrit un article, vous avez rédigé un article. Oui, j'ai écrit un article parce que commis a une connotation péjorative Non, pas du que tout, je madame. Loin récuse, de bien sûr. moi. Non, loin de moi. C'était Bon, juste pour d'accord, simplifier les choses. Loin de moi de. d'accord. Voilà. Donc, effectivement, j'ai éprouvé le besoin d'écrire cet article parce que le silence européen devant ce qui se passe au Liban, c'est-à-dire devant la liberté qu'a prise Israël de bombarder, d'être uniquement dans une logique de guerre. Et d'ailleurs, il serait très intéressant de voir à la lumière de ce qui s'est passé aujourd'hui si les États-Unis vont obliger le gouvernement de M. Netanyahou d'arrêter la guerre qu'il mène au Liban, puisque ce gouvernement ne semble pouvoir vivre que par la guerre, est incapable de faire de la politique et ne vit que par la guerre. Effectivement, je pense que les pays européens sont d'une incommensurable lâcheté, comme je l'ai dit, parce que aucun d'entre eux, ou pratiquement aucun d'entre eux, il y a quelques pays qui se distinguent, et il faut les en féliciter, comme l'Espagne par exemple, sur la question palestinienne, mais ne dénoncent le fait qu'un État indépendant, membre des Nations Unies, est quotidiennement agressé par un État voisin qui déclare qu'une partie de ce pays est une zone de combat et qui détruit et qui ne sait que détruire. Que disent les Européens? Alors, ce que je déplore et ce que je réprouve, bien sûr, c'est le fait que l'éternel deux poids, deux mesures des Européens, dans la mesure où, euh, eh bien, chaque fois que l'Ukraine est bombardée et que les choses soient extrêmement claires, je suis tout à fait, je réprouve au même titre le,
la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine. Mais il n'est pas possible d'entendre à longueur d'antenne que la Russie bafoue les droits élémentaires et est coupable de crimes contre l'humanité et se taire sur ce qui se passe en Palestine et au Liban, où effectivement l'armée israélienne, le gouvernement israélien sont coupables de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et évidemment d'une intention génocidaire, d'une dimension génocidaire dans la guerre qu'ils mènent à Gaza. Alors, concernant l'article que vous avez rédigé et non pas commis, C'est pas grave, c'est pas vous grave. avez... Non, non, mais il n'y avait pas de connotation par rapport à ça. Vous avez dit un Palestinien ou un Libanais ne vaut-il pas un Ukrainien? Vous rajoutez plus loin en parlant de l'Europe. Se rend-elle compte qu'elle se couvre de silence avec le fracas des bombes israéliennes, qu'elle a perdu, ce faisant, toute possibilité de s'adresser au reste du monde? Au-delà du silence, il y a aussi surtout une complicité. Mais pourquoi concernant les médias français, on a vu les otages détenus par le Hamas qui avaient des visages, des vies, des parents, des récits, des histoires. Et concernant les innombrables victimes palestiniennes et libanaises, c'était présenté comme quantité non négligeable, une espèce de masse informe à travers les images diffusées sur les antennes françaises. Mais je l'ai écrit ailleurs, vous avez tout à fait raison, ou c'était dans je ne sais plus lequel de mes écrits, où j'ai dit qu'effectivement il était déplorable de voir que chaque otage israélien, et évidemment j'étais contre cette prise d'otage, mais que chaque otage israélien avait un nom, un âge, une famille, une sensibilité, une souffrance, et que de l'autre côté, les Palestiniens n'en avaient aucune. Et c'est une honte dans la mesure où, de ce fait, on déshumanise tout un peuple. Un peuple ne peut pas être réduit à des chiffres. Un peuple, et tous les Palestiniens et tous les écrits que, heureusement, ils nous laissent, ils nous envoient, montrent que, eh bien, ils souffrent, ils se défendent, ils résistent, ils essayent de vivre dans l'horreur qu'ils sont en train de subir. Et effectivement, il y a, comme je le disais, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes articles, un deux poids, deux mesures, un double standard qui n'est pas acceptable et qui fait que les Européens, en particulier les Occidentaux en général, ne se rendent pas compte que leur discours sur les valeurs sera définitivement inaudible pour le reste de l'humanité tant que tous les humains ne seront pas égaux à leurs yeux. Palestine occupée, la détermination du peuple palestinien à travers l'histoire est une constance. Les Palestiniens ne quitteront pas leur terre, n'abandonneront pas leur terre, hein, leur foyer. Ils résisteront, en tout cas c'est ce qu'ils ont démontré. Ils l'ont démontré déjà lors de la première Nakba en 1948 où 900 000 Oui. Palestiniens ont été expulsés et surtout durant ce deuxième génocide. Et d'un autre côté, ne pensez-vous pas que le projet sioniste a échoué avec une entité qui n'est bâtie finalement que sur la guerre et l'essentialisme tribal? Tout à fait. Je ne parlerai pas de tribal, je crois que cela va plus loin. Mais effectivement, je pense que nous assistons aujourd'hui à l'échec du projet sioniste. Aucun pays, aucune nation, aucun État ne peut vivre uniquement par la guerre. Israël, aujourd'hui, ne se définit que par la guerre. Et depuis sa création, d'ailleurs, hein, depuis sa fondation officielle en 1948, puisque vous avez rappelé le nettoyage ethnique qui a été subi par les Palestiniens en 1948. Moi, je pars, si vous voulez, aujourd'hui de deux réalités. De deux réalités qu'il faut prendre en compte toutes les deux. Je pense fondamentalement que le sionisme a été la plus mauvaise des réponses possibles à la question juive et à l'antisémitisme qui a pris des formes différentes dans les différentes parties du monde, mais qui malheureusement a existé. Donc je suis convaincu que le sionisme est la plus mauvaise des réponses. Il y a malheureusement ou heureusement, le problème n'est pas dans un jugement de valeur aujourd'hui, le problème est dans un réalisme politique. Aujourd'hui, il y a un État qui s'appelle Israël et qui a les principaux attributs d'une nation. Mais par ailleurs, je suis convaincu de deux choses. D'une part, que cet État, dans sa configuration actuelle, n'a aucune espérance de pérennité, parce que l'on ne peut pas vivre avec pour seul projet la guerre
et le nettoyage ethnique. Dans sa configuration actuelle, Israël est condamné. Cela ne veut pas dire pour autant que les quelques 7 millions de Juifs qui vivent en Israël partiront de cette terre. Là, certains partiront certainement, mais d'autres resteront. Qu'est-ce qu'on fait? Dans la mesure où les Palestiniens ont démontré que ils ne partiront pas eux non plus de leur terre. On a tout fait pour les en faire partir, ils ne partiront pas. La résistance des Palestiniens est absolument exemplaire. D'un autre côté, il y a aujourd'hui la plus grande partie des Israéliens qui n'ont pas d'autre pays non plus. C'est-à-dire, donc il faudra un jour, j'espère que cela arrivera. Je pense que Très bien. cela malheureusement n'arrivera pas dans l'immédiat, qu'il faudra encore beaucoup de souffrance, beaucoup de Alors, douleur pour que cela arrive, mais qu'un jour, il faudra tenir compte de ces deux réalités pour imaginer une coexistence et une paix. Sophie Bessis, on arrive à la fin de notre entretien. Juste dernière question, vous Oui. nous rappelez dans votre livre qu'une civilisation par essence est un complexe ouvert, un espace d'échange et de transmission. Une civilisation, c'est vrai, à proprement parler, c'est la circulation et non les murs. C'est cette histoire universelle dont on parlait tout à l'heure que certains veulent faire oublier avec le concept de judéo-chrétien et la montée d'un certain fascisme en Occident. Écoutez, il y a une Rapidement. montée du fascisme en Occident, c'est tout à fait évident. Maintenant, nous assistons dans le monde entier, et je dis bien dans le monde entier, à deux choses, à une droitisation extrêmement importante, car ces velléités ultranationalistes, xénophobes, racistes, fascisantes ne sont pas, hélas, le monopole de l'Occident. On peut donner une série d'exemples ailleurs dans le monde. Mhm. Et effectivement, cette fermeture, ces réclusions identitaires que l'on voit partout, y compris d'ailleurs dans une partie du monde arabe, hein, je ne dédouane personne dans mon ouvrage, ces réclusions identitaires qui sont pour moi, la négation de Très bien. l'humanisme, la négation de la civilisation, eh bien, effectivement, il faut tenter de les combattre Merci. pour retrouver du sens. Merci Sophie Bissis, historienne et auteure du livre La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture. Merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à Merci bientôt. à vous. L'échiquier international se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne suite des programmes sur Al24 News en vous souhaitant une agréable soirée et à demain.